France Bleu, découverte dans les Savoies. Laurent Pascal. Avec celles et ceux qui vont faire cette émission, ils sont les acteurs de nos territoires, territoire de Manigot. Ce matin, en tout cas ce vendredi matin sur France Bleu Pays de Savoie. Alors en hiver, cette destination de charme est idéale pour découvrir le ski en famille ou entre amis. 25 km de pistes balisées vous attendent, ainsi qu'une liaison avec le domaine skiable de la Clusaz. En été, Manigot, c'est un véritable terrain de jeu pour la randonnée familiale ou sportive, du vélo, du trail, du VTT, une piscine. Ici, on se dépense, on s'amuse, on se détend et puis on aime aussi les bons petits plats. C'est ce que nous allons voir avec nos invités ce matin. Louis-Bernard Granger, Manigodin, célèbre pour sa fabrication de parées traditionnelles en bois. Stéphane Vera, président du club des sports pour l'axe activité sport, il va nous en parler ce matin. S'il casse pas tout le matériel, cassez pas le micro Stéphane. Éric Favre, fromager, expert de la Manigodine. Édouard Loubet, chef gastronomique bien connu dans la région, qui se prépare d'ailleurs pour les Bocuse d'Or. Et puis Mathilde Sauvage, chargée de promotion à l'office de tourisme de Manigot. On va également saluer Pauline et Antoine qui réaliseront cette émission ce matin. Bonjour tout d'abord à tous les 5. Bonjour. 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 Et bienvenue dans les studios de France Bleu Pays de Savoie. Mathilde, alors on va présenter un petit peu ce territoire de Manigot, une bien jolie station au cœur des Aravis. Oui, avec plaisir Laurent. Eh bien Manigot, c'est pour moi une vraie pause hors du temps, un territoire nature et un véritable espace de liberté. Notre station-village est située sur la partie sud de la chaîne des Aravis, donc qui s'étend de la pointe de mer d'Acier jusqu'au Charvin. On est à 35 minutes de route d'Annecy à peu près et c'est un village et une station de ski familiale authentique, située entre 950 mètres et 1500 mètres d'altitude et qui vit surtout à l'année, ça c'est important. On est le berceau du reblochon et de la Manigodine, bien sûr, Eric va vous en parler plus tard. La commune se compose principalement de nombreux hameaux. Elle est très étendue et se divise en 3 grands secteurs. Donc on a le village et la vallée, le col de la Croix-Frie et le col de mer d'Acier. Donc le col de la Croix-Frie est un col plateau qui mérite vraiment un arrêt. La route déjà pour y accéder serpente les chalets et les alpages, c'est tout simplement magnifique. Et si on continue quelques kilomètres plus loin, on arrive au col de mer d'Acier avec, comme vous l'avez dit, la piscine plein air chauffée qui est au milieu des alpages, Laurent. Donc on a le bruit des vaches et des cloches, c'est quand même pas commun ça. Pour aller à la piscine, non. On a aussi 2 sites remarquables naturels protégés, donc le lac du Mont-Charvin et le plateau de Beauregard. Et été comme hiver, c'est un lieu privilégié pour de nombreuses activités sportives, comme Stéphane l'évoquera plus tard. Et enfin, on est riche avec notre patrimoine manigodin, l'église, les fours à pain, les chapelles, c'est vraiment varié et un beau territoire. On aura l'occasion d'en parler. Je donnais la température à Manigot cet après-midi, 27 degrés. Ça va par rapport à ce qu'on va connaître sur nos plaines, dans nos grosses agglomérations? Parce que vous êtes situé à combien? 1400 mètres? Tout à fait. Alors le village est à 950, mais la station est à 1500 mètres d'altitude, donc l'air y est frais, on y est bien, même si on a chaud, mais c'est supportable. Bon, on va prendre un petit déjeuner tous ensemble, on va déjeuner en paix. On va retourner à Manigot dans quelques minutes avec vous, parce qu'il y a encore pas mal d'animations qui se déroulent sur le secteur d'ici la fin du mois. Voici Stéphane Escher sur France Bleu Pays de Savoie. Bienvenue à Manigot entre 9h et 11h sur France Bleu Pays de Savoie avec nos invités. Mathilde Sauvage, je rappelle, vous êtes chargée de promotion à l'office de tourisme. Donc là, on est aujourd'hui le 18 août, vendredi 18 août. Il y a encore des temps forts à vivre d'ici la fin de l'été. Tout à fait. Là, on est en pleine saison, comme vous le savez. Mais l'office de tourisme de Manigot anime à l'année la station village de Manigot. Donc là, en haute saison, on a un programme animation qu'on diffuse par semaine. Donc tous les jours, les vacanciers peuvent retrouver des propositions d'animation de proximité, des concerts, des spectacles, des ateliers pour les enfants. Et ce, jusqu'au 31 août pour cet été. Et ensuite, on a vraiment des gros événements, des temps forts tout au long de l'année. Donc, ce qui reste à venir, ce sera le 24 août. On vous donne rendez-vous au col de mer d'Acier avec l'événement Merveilleusement Mer d'Acier. Donc ce sera une grande soirée chic et classe en partenariat avec l'ASL, l'association syndicale du lotissement. Donc ce sera une soirée avec un hypnotiseur, Philippe Wells, un concert, un spectacle de lumière et feux d'artifice. Tout ça à partir de 17h30 au col de mer d'Acier. On enchaîne ensuite avec l'Alp Music Festival. C'est 3 jours de fête, de musique. C'est le premier festival de musique de montagne, où on retrouve le yodel, le cor des Alpes, l'harmonica et l'accordéon, et un spectacle pyromusical le 26 août. On enchaîne pour les sportifs avec le Manigot Trail Challenge le 9 et 10 septembre, où il y a plusieurs formules proposées pour les coureurs.
Le 24 septembre, on aura un rassemblement de voitures et motos anciennes. Et enfin, le 14 octobre, la foire agricole au village de Manigo. Il y a de quoi faire encore à Manigo là, pour les prochaines semaines. Hein. Tout à fait. J'ai ouï dire qu'il y avait un télésiège qui avait ouvert cet été, qui permettait aux randonneurs, aux sportifs aussi, ceux qui font du VTT, qui est ouvert donc durant cet été. C'est lequel ? Alors, c'est le télésiège de Cabot au départ du col de la Croix-Frie. On se gare au col de la Croix-Frie et il est accessible aux piétons et aux VTTistes du mercredi au dimanche de 10h à 16h30. Voilà, c'est une première cet été qu'on l'ouvre autant pour un été. Avant, c'était plutôt le mardi. Donc, c'est un véritable succès. On a du monde, les gens l'apprécient. On a ouvert spécialement 5 pistes VTT. C'est plutôt des itinéraires descendants familiaux que des pistes. Mais c'est très agréable et voilà, c'est très sympa. Et tous les jeudis du mois d'août, le jeudi 24, donc la semaine prochaine, il y a aussi un live Facebook. Alors c'est quoi cette histoire ? Oui, alors on a lancé il y a quelques années des lives en direct sur le télésiège pour mettre en avant nos remontées mécaniques de Manigo-la-Belle-Montagne. On présente des acteurs locaux ou des activités, ça dépend, on alterne chaque semaine. Et cet été, on présente des figures locales. On a même testé aussi le ski sur herbe en direct. Donc c'est une quinzaine de minutes en direct sur Facebook avec nos acteurs locaux. D'accord, donc ça sera jeudi prochain, jeudi 24 août. Entre quelle heure et quelle heure le Alors live ? C'est à 12h30. D'accord, voilà, donc il faut être abonné à la page Facebook de Manigo. Voilà, tout à fait. Et puis on est en direct à 12h30 tous les jeudis, encore 2 fois. Voilà. Bon, on va aussi parler patrimoine ce matin. Route des Chapelles, l'église Saint-Pierre, son orgue à tuyaux, les fours à pain, tout cela dans quelques minutes sur France Bleu Pays de Savoie. Les découvertes chaque matin de nos territoires, c'est sur France Bleu, c'est l'été. Et nous sommes libres avec vous. Voici Angèle, on vous souhaite une belle matinée. 9h21. Découverte dans les Savoies à Manigo ce matin, entre 9h et 11h avec tous nos invités. Mathilde, vous m'avez posé une question avant le début de cette émission. Vous m'avez dit, est-ce que vous êtes déjà venu à Manigo ? Je crois que c'est une des rares destinations, en tout cas pour cette semaine, où je ne suis jamais allé. Je suis pas passé loin, hein. Je me suis arrêté à Thônes, j'ai pris la vallée, je suis monté jusqu'à Saint-Jean-de-Sixte, mais j'ai jamais pris cette tangente pour aller vers le col de la Croix-Frie ou le col de Mer d'Acier, et en m'arrêtant donc à Manigo. Donc c'est l'occasion de vraiment vous découvrir ce matin. On va donc parler de patrimoine. Et il y a plein de choses à découvrir à Manigo. Vous m'avez entre autres dit, il y a les fours à pain. Édouard Loubet, vous qui êtes un fin cuisinier. Alors ces fours à pain, il y en a combien sur le territoire ? Je les connais pas tous, mais il y en a une bonne vingtaine. En fait, à chaque village ou à chaque communauté, c'est un peu comme les chapelles. Il y a ces fêtes du pain où il y a même des associations à chaque famille et à chaque communauté. On parle souvent de celle du mardi au marché des Villards-dessous, non, c'est ça ? De la Chapelle-dessous. De la Chapelle-dessous, où là ils viennent mettre le feu au four la veille. Du coup, c'est une bonne histoire pour tous se rencontrer et préparer la pâte pour le lendemain, faire le pain qui est vendu le mardi au marché d'ailleurs à découvrir. Et puis il y a toutes les traditions qui vont autour. Il y a les familles des villages qui se retrouvent. Le pain, il y a une sélection des farines. Il est vendu à 2 € au marché, c'est pas excessif. Et il y a tout ce qui va autour pour boire un petit coup, se rencontrer, emmener les enfants, pour que ce soit une fête à chaque fois. Et c'est un vrai patrimoine dans la vallée des Aravis, les fours de Manigo et de notre commune. Ouais. On aura l'occasion d'en parler un petit peu de gastronomie avec vous, surtout dans la deuxième heure, tout à l'heure, avec votre restaurant. Alors lui qui est plutôt installé sur les pistes de la Cluzin, le Grizzly. Oui, c'est le plateau de Borgard, ce qui est un patrimoine protégé pour nous. Et le plateau de Borgard, c'est un peu le sommet des 4 villages, Thônes, Manigo, Saint-Jean et les Villards. Et les paysans avaient besoin d'un alpage, donc il avait été divisé en 4 pour que tout le monde profite un peu de la montagne et monter les vaches et les chèvres pour l'été. Et donc nous, on est en plein milieu de l'alpage du plateau de Borgard, vu d'un côté sur l'aiguille, l'étal. On devine le Mont Blanc derrière, et puis tout à droite, en suivant le soleil, on termine sur la Tournette, avec en face de nous le Charvin, le Sulins, un peu comme la route que vous n'avez pas pris en montant, un vrai petit paradis. Quand on regarde la photo que vous m'avez donnée, Mathilde, qu'on a postée d'ailleurs ce matin sur francebleu.fr, pour cette émission Découverte dans les Savoies, je vois une jolie église. C'est ça l'église Saint-Pierre ? Tout à fait, qui est située au village de Manigo, et du coup elle est construite en style baroque, et à l'intérieur on a un
magnifique orgue qui a été construit par Barthélemy Formentelli, donc en 1991 et installé en 1996. Il a 1372 tuyaux. Il est en noyer, en noyer, et il est l'association Campanelli le fait vivre grâce à des concerts tous les jeudis à 18h de l'été. C'est ce que j'allais vous dire, il y a des concerts là durant cette période. Des magnifiques concerts accompagnés de chants ou d'autres instruments de musique. Donc si je comprends bien, le prochain concert, ça sera jeudi prochain, là aussi, jeudi 24. Tout à fait. Bien. À 18h, donc, à l'église Saint-Pierre. On parlera dans un instant de la route des chapelles, parce que là, il y a toute une histoire, il y a toute une... Alors je sais pas si on peut dire légende, parce que... Si, légende. Route des chapelles, direction Manigo dans quelques minutes. Avant cela, on va aller plus loin, toujours plus loin sur France Bleu, direction Cuba. Voici les Gibson Brothers. Belle matinée et un bel été sur France Bleu Pays de Savoie. Allez, venez avec nous ce matin jusqu'à 11h. Nous sommes à Manigo, nous sommes dans la vallée des Aravis avec tous nos invités. Alors on continue de parler patrimoine, on va parler de la route des chapelles maintenant, cette route qui a une particularité, et ces chapelles qui ont une particularité aussi, puisqu'elles étaient construites pour faire éloigner, on va dire, le mal en quelque sorte, Mathilde Sauvage. Oui, alors ça fait bien 4 ans maintenant qu'on a réussi à mettre en place cette route des chapelles. On peut visiter les chapelles en été, en haute saison. Le voisinage les ouvre plusieurs jours par semaine. Il y a eu un vrai effort cette année pour ouvrir et mettre en valeur ces belles chapelles qui ont été rénovées et toutes bien mises en avant. Elles ont été construites, comme vous l'avez dit, pour des raisons qui leur sont propres. Par exemple, la chapelle de la Charmette, elle a été construite pour se protéger contre les avalanches. La chapelle de Montpellat, si je dis pas de bêtises, c'était pour demander la pluie. Le plan des Bertha pour demander le soleil. Stéphane, peut-être que... Celle du Villard-dessous pour éloigner la peste en 1600 et quelques. Ouais. Donc c'est intéressant. Il y a un petit écriteau devant chaque chapelle qui explique un petit peu leur histoire, leur origine. On peut rentrer à l'intérieur ? Tout à fait. Ouais. Le voisinage les a ouverts cette année 3 jours par semaine. Donc ce qui a été un effort vraiment conséquent de leur part, parce ça demande une personne présente physiquement ou non, mais la plupart des voisinages étaient présents cette année, donc c'était super pour les vacanciers. Stéphane, alors Stéphane, je rappelle quand même, parce que vous êtes président du club des sports donc de Manigo. On aura l'occasion de parler des activités sportives dans quelques minutes, mais on va vous laisser aussi la parole pour parler du patrimoine. Pour revenir sur ces chapelles, lorsqu'on regarde une carte et qu'on regarde l'implantation de ces chapelles, on s'aperçoit qu'elles forment une croix dont le centre est l'église du village. Ok, ça je savais pas. Et elles sont au nombre de 6, c'est ça ? Oui, 6 chapelles. 6 chapelles. Ah, super. Ça a remarqué, Mathilde, vous êtes venue avec 1, 2, 3, 4 hommes ce matin. Ils vous laissent tous parler. Oui, c'est ça. J'ai le monopole. Non, mais là, j'ai dit beaucoup de choses et là, je vais leur laisser la place pour des choses beaucoup plus spécifiques que je maîtrise. Puisqu'on parlait de patrimoine à Manigo, je vais peut-être aussi m'adresser ce matin à Éric Favre, notre fromager expert de la Manigodine. On reparlera de la Manigodine là aussi tout à l'heure dans la deuxième heure. Mais il y a quand même quelque chose qui est important sur le territoire, c'est le bois. Le bois, oui, tout à fait. Le bois est travaillé dans la vallée des Aravis et il est très utilisé, notamment pour les chalets, on est bien d'accord, bien et sûr. Puis aussi pour nos planches d'affinage. Et on dit tout le temps que le bois... nous est coupé en bonne lune, donc on a à peu près 3 semaines dans l'année pour couper le bois, une petite semaine au mois d'août et 15 jours au mois de décembre. Les 15 derniers jours de la lune descendante du mois de décembre sont les meilleurs pour pouvoir utiliser le bois et mettre des fromages dessus. Des études ont été faites parce que tout ça c'est bien gentil, c'est de la transmission orale, mais derrière des études ont été faites par notamment la famille Pacard et notre syndicat du fromage, pour essayer de montrer que tout ce qui était transmis oralement avait quand même une véracité derrière. Et il était même prouvé que cette essence de bois d'épicéa qui est coupée en bonne lune va lutter naturellement contre la bactérie de la listeria. Donc, ce qui est quand même plutôt intéressant. Alors, tout ce que je viens de dire là, on est bien d'accord, ne marche pas avec du sapin, du mélèze ou du chêne. C'est vrai que c'est vraiment la particularité de l'essence de bois d'épicéa qu'on trouve dans la vallée. On va bien sûr parler de fromage avec vous tout à l'heure dans la deuxième heure, dans la partie gastronomie, de ces découvertes dans les Savoies à Manigo. On va aussi parler d'activités sportives dans un instant avec Stéphane Véral, président du club des sports. 9h42, découverte dans les Savoies à Manigo ce matin jusqu'à 11h avec tous nos invités qui sont présents autour de cette table. Juste un petit mot, tiens, je vais me retourner vers Édouard Loubet, notre chef cuisinier. On a parlé de la route des chapelles et Édouard, vous vouliez juste préciser une petite
petite chose, c'est que chaque chapelle organise sa propre kermesse chaque année. Oui, il y a une fête à chaque chapelle qui est organisée par le voisinage, par les familles. Dans la vallée de Manigot, il se trouve que l'ensemble des familles dépendent d'une chapelle. Par exemple, nous, c'est au Joux. Alors, il y a une tradition de bouquets de noisetiers. Il y a des cueillettes qui s'organisent, il y a des décors qui s'organisent. Et puis, cette fête qui nous réunit tous, bien sûr, à la française, pour boire un bon petit coup, ça fait du bien. Et puis, on est dans une vallée où la cueillette, le décor de nos chalets, de nos alpages compte beaucoup, parce que le fait d'être dans une zone protégée, il y a une faune et une flore très riche. Il y a énormément de belles fleurs, même aromatiques et décoratives, à cueillir tout autour de Manigot, sur le plateau de Borgard. C'est vraiment des étapes et des randonnées à faire, tant par le paysage et tant par la richesse de nos terres. Bien, je vais me tourner maintenant vers Stéphane Véral, président du club des sports. Stéphane, on va présenter ce club, un club très actif sur votre secteur. Bien, c'est un club qui a un peu plus de 55 ans, qui est né juste après la naissance de la station de ski. L'idée, comme tous les clubs des sports de station, est d'accompagner les enfants vers la compétition de ski. Pour nous, c'est le ski alpin et plus récemment le ski de fond. Et puis essayer d'emmener nos jeunes licenciés vers le haut niveau. Ça, c'est notre première, le cœur de notre activité. Et puis après, c'est pas le cœur de métier, mais c'est le cœur d'activité. Voilà, d'activité. Et pour financer tout ça, on est devenu au fur et à mesure des années des organisateurs d'événements. On organise notamment 2 trails, un l'été et un trail blanc. Donc un trail blanc qui se court sur neige l'hiver, qui c'est le trail de l'Aigle et le trail de l'Aigle blanc. De l'Aigle parce que c'est le symbole de Manigot, hein, c'est l'emblème qu'on retrouve sur tous nos logos. On organise d'autres événements sportifs. On essaye toujours d'avoir un lien avec le sport, et ça c'est ouvert au grand public, comme les trails, mais également des courses de ski de fond ou des slaloms parallèles. Voilà, ça c'est ce qui est offert au grand public. Et après, pour revenir sur notre activité de club des sports, et là on a 150 licenciés répartis principalement dans l'alpin et un peu en ski de fond. Et donc avec 5 entraîneurs, l'idée c'est de pouvoir les former pour les emmener jusqu'au haut niveau et en faire potentiellement des champions. Bon, on parlera aussi des activités d'été dans un instant, parce que là aussi il y a pas mal de choses à faire là sur Manigot encore en ce moment. Oui, on a un beau terrain de jeu. Alors nous, les enfants du club, on les emmène faire l'été, parce qu'on ne fait pas que du ski. Hein, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Déjà pour être prêt pour une activité de ski, il faut être en forme. Et pour ça, on a tout ce qu'il faut pour se préparer. Du VTT, du trail. Hein, on parle beaucoup de trail en ce moment. Là, il y a l'UTMB qui va arriver. Alors, on n'est pas forcément dans cette grosse machine qu'est l'UTMB, mais nous, on fait des événements à notre dimension, et on a des parcours de trail qui sont ouverts au public, hein, sans que ça soit forcément dans le cadre d'une manifestation. Donc tous ceux qui veulent s'essayer du trail peuvent venir sur ces parcours. Justement, on parlera de tout ça dans quelques minutes sur France Bleu Pays de Savoie. Bonne matinée, bienvenue, bel été et bon vendredi. 9h52. Découverte dans les Savoies, nous y sommes, nous sommes à Manigot toute cette matinée entre 9h et 11h. Je suis en train de découvrir plein de choses à Manigot. Il y a entre autres, je vous le dis, hors antenne, Édouard et Eric, fromager et également restaurateur, qui me parlaient de la cueillette de la gentiane. C'est sportif ça aussi, hein? C'est très sportif. C'est une grande racine qui est dure à déterrer. Ouais. Mais qui permet aussi d'entretenir nos terrains, et pour le domaine skiable sur les pistes, d'aller ramasser ces racines. On fait le même travail que les animaux. En fait, on prépare l'hiver, on couche l'herbe, ça empêche les avalanches, et ça permet de boire un bon coup, comme d'habitude, parce que l'effort est physique et il faut savoir faire des pauses. Voilà, comme d'habitude, avec modération, notre ami de toujours. Retour justement aux activités sportives qui n'ont rien à voir avec la gentiane, avec Stéphane Véral, président du club des sports. Bon, là, si je viens vous voir, parce que maintenant je peux plus dire non, vous m'avez lancé l'invitation. Qu'est-ce que je vais faire comme sport là? Je vais faire du VTT au mois d'août.
Déjà, vous pouvez venir à véloroute. Ouais. Ça fait un peu loin quand même, hein. Depuis le studio. Si vous regardez les étapes que font les coureurs du Tour de France, c'est pas grand chose. D'ailleurs, ils sont passés pour la 6e fois chez nous au col de la cette Croix-Frie. année, col de la Croix-Frie, ouais, avec ses 13 km et 9%. Même les professionnels, je pense qu'ils passent quand même à une certaine vitesse. Donc le col de la Croix-Frie a été bonne réputation pour les véloroutes, mais on a également effectivement du VTT. On a 5 itinéraires pour y aller en famille, mais un peu plus sportif. On peut faire de la descente, notamment avec le télésiège qui est ouvert, là, dont vous parlez Mathilde tout à l'heure. Après, historiquement, on est un village qui a toujours accueilli les sentiers de randonnée. Aujourd'hui, on en a même plus de 100 km avec, je sais pas, presque une trentaine de sentiers très bien balisés. Et pour accueillir les familles, c'est juste parfait. Et d'ailleurs, il y a un parcours ludique nature en forêt qui a été mis en place par l'Office de tourisme. Oui. Alors là, t'es obligé d'en parler. Hein, ils sont là. Ouais. Là, Mathilde m'a dit qu'il fallait que je rajoute qu'il était gratuit, en forêt et installé pour tout l'été. Ouais. Donc au plateau sur le col de la Croix-Frie, au sommet de Cabot. À tête de Cabot. Donc on vous convie à venir essayer ce parcours ludique. Très bien fait pour les enfants. Oui, il y a plein d'ateliers. Il y en a une vingtaine. Hein. Il y a slackline, il y a une petite tyrolienne, il y a des hamacs, il y a des choses pour dessiner. Il y a plein d'ateliers. Voilà, la slackline, elle permet de préparer l'escalade, parce qu'on a aussi des sites d'escalade. Ben oui. Voilà, un site d'escalade, donc une école d'escalade, tout équipé. Et puis après, pour les plus avertis, mais ça c'est en hiver, on a aussi un spot de cascade de glace. D'accord. Moi, j'ai noté aussi qu'il a été installé un hamac géant, il y a des transats, il y a des barbecues au sommet des montagnes. Oui, ça, c'est l'espace La Belle Air. La Belle Air, ouais. Le groupe La Belle Montagne a mis en place. Et c'est très agréable. J'y étais d'ailleurs hier après-midi. Ouais. Ah, c'est pour ça que j'arrivais pas à vous joindre, en fait. Je comprends mieux. D'accord. On a fait un petit shooting là-haut et c'est très agréable. Hein. Il y a un espace pétanque, molki, un cadre pour se prendre en photo, des lettres géantes, une vache musicale. On peut jouer avec les cloches comme on entend les cloches des vaches dans les alpages, et un hamac géant qui est également présent pour l'hiver. Bon, moi j'ai retenu Stéphane, surtout qu'il y a un hamac géant. Je vais m'installer là-haut et puis j'irai faire un petit peu de sport après. Alors peut-être aussi la piscine. Ah, il y a la piscine aussi. La piscine au col de Merdacier. Donc si vous voulez préparer un triathlon, piscine, vélo. Et puis, course à pied. Et puis un petit peu de course à pied, ça fait pas de mal. On est bien. Et voilà, on est bien à Manigo. On va y revenir d'ailleurs dans la 2e heure. Et là, on va surtout parler de bonnes choses. On parlera de fromage, on parlera de gastronomie avec nos invités. Et puis, on va parler d'un objet incontournable de Manigo, parce qu'on n'en a pas parlé pendant 1 heure. Mais forcément, on est obligé d'en parler ce matin. C'est le paray. Puisqu'on parlait de sport, le paray qui est l'objet de glisse bien évidemment connu et qui est né à Manigo. Ce sera dans la 2e heure de France Bleu. France Bleu, découverte dans les Savoies. Laurent Pascal. Et justement, on prend un petit peu d'altitude entre 10h et 11h. C'est la suite de découverte dans les Savoies à Manigo avec nos invités. Louis-Bernard Granger, manigodin, célèbre pour sa fabrication de paray traditionnels en bois. Stéphane Vera, président du club des sports. Éric Favre, fromager, expert de la manigodine. Édouard Loubet, le chef qui prépare les Bocuse d'Or. D'ailleurs, c'est le chef du Grizzly. Et puis Mathilde Sauvage, chargée de promotion à l'Office de tourisme de Manigo. Mathilde, je ne suis pas rassasié justement puisque nous sommes à Manigo. Si on devait faire une jolie balade, là, vous nous emmèneriez où ? Eh bien, vu qu'on est plutôt famille, je dirais sur un magnifique chemin balcon qui surplombe le village et la vallée. Donc c'est le Tour de l'Andran. C'est une boucle qui fait à peu près 7 km et 250 mètres de dénivelé, donc accessible à tous et très joli à faire. Il y a des petits passages dans la forêt, donc parfait pour se mettre un petit peu à la fraîche. Voilà, on emmène bien sûr beaucoup d'eau. Ça peut servir surtout si on fait cette balade ce week-end. Tout à fait, et puis des bonnes chaussures de randonnée parce que chez nous c'est pas plat, donc ça grimpe bien, donc il faut être bien équipé. Oui, en parlant d'ailleurs avec tous les invités pendant le journal tout à l'heure, on m'a dit ici on fait les poules parce que tout est en pente. Oui, tout à fait, c'était Édouard, il me semble. Ouais. C'est vrai, tout est en pente. J'ai souvent entendu les anciens dire à Manigo on fait les poules tellement c'est raide. Et c'est vrai qu'il y a on a des très belles parties de forêt, de prés raides où l'hiver, dès que c'est enneigé, pas besoin de piste pour s'amuser. Et je crois même qu'à une époque, entre Manigo et Thônes, on a eu une piste de bobsleigh justement
expression pour utiliser ces pentes. Alors je sais pas si c'était sur Manigo ou Tône, mais il y a de la pente, il y a du dénivelé. Il me semble que c'était sur l'envers, tu as raison. Et voilà pourquoi l'expression. D'accord. Donc bonnes chaussures, bien chaussées. En revanche, il n'y a jamais eu de stade de foot, Stéphane. Eh bien, c'est justement le relief qui a empêché ça, de créer l'Olympique de Manigo. Ça, on n'a pas pu le faire. Ouais. Bon, mais on a d'autres avantages. C'était dit, pour les matchs à domicile, vous auriez pu faire jouer l'équipe adverse dans le sens de la montée. Voilà, on y a pensé un petit peu. Vous avez pensé à ça? Et pour revenir sur le bobsleigh, effectivement, on a même eu des championnats internationaux, championnats d'Europe. De bobsleigh sur piste, sur route naturelle. Sur route naturelle. Mais pour être raide aussi, il y a un trail qui est super à Manigo, c'est la montée de l'aiguille, enfin de l'aiguille de Mer d'Acier, où là il y a 1 kilomètre vertical qui est une compétition connu et reconnu, et je crois que c'est Kylian qui a Kylian Jornet qui a le chrono de cette montée, et c'est à faire. Moi, j'arrive pas en haut sans faire une pause. Bon Edouard, vous m'avez fatigué là avec toutes ces idées de sport. Moi, j'ai une petite faim dans un instant, donc on en parle avec vous, puis aussi avec Éric Favre, notre fromager. On va parler de la Manigodine d'ici quelques minutes, juste sur la route de Manigo ce matin jusqu'à 11h. Découverte dans les Savoies. Allez, on va parler de gastronomie, de bonnes choses à cette heure-ci qui se mange, qui s'apprécie, avec nos deux invités, Éric Favre qui est affineur et fromager, et puis Édouard Loubet, le chef du restaurant Le Grizzly. Et tiens, on va commencer avec Éric. Éric, avant de parler de fromage, on va parler de l'agriculture manigodine qui est très importante d'ailleurs sur le secteur. C'est vrai que l'agriculture est un maillon important du village de Manigo. Manigo est vraiment à l'image de la vallée des Aravis, très très dynamique au niveau agricole. Et il est le siège de nombreuses exploitations d'hiver, et puis aussi d'alpage, puisque Manigo est assez en avance sur le reste de la vallée pour avoir investi dans l'achat, dans l'acquisition d'alpage, pour pouvoir éviter la spéculation. C'est vrai que l'inconvénient, quand on a un beau secteur comme chez nous, il y a des gens qui sont très attirés, et du coup, la commune a investi au fil du temps sur des alpages qu'elle a remis aux normes et ensuite remis en location pour des producteurs. Donc ça, c'est une grande richesse et une grande intelligence qui a été faite pour éviter la spéculation, et surtout garder l'agriculture et puis l'entretien des montagnes, ce qui fait que vous avez un entretien qui est très très intéressant au niveau de tous les alpages sur la vallée de Manigo. Et vous êtes récompensé, puisque tout à l'heure Édouard nous disait hors antenne que vous avez été primé au salon de l'agriculture cette année avec certaines vaches qui ont eu plusieurs prix de beauté, c'est ça Édouard? Oui. Bon. Prix de beauté, prix de la masse corpulence de cet animal, la qualité et la quantité de lait. Les très bonnes laitières sont recherchées et reconnues. Et c'est une ferme de Manigo qui a eu ce titre, la ferme du Picard, et c'est une belle fierté parce que ça veut dire qu'il y a un travail de sélection sur l'animal de génération en génération. C'est pas le tout de les traire et de faire le fromage, il y a aussi l'entretien du cheptel du troupeau, et quand il y a de la réussite pour un agriculteur, c'est une belle fierté, et pour nous aussi, pour le village. Et voilà, la transition est toute faite, et quand elles font du bon lait, elles font forcément du bon fromage. On va parler de cette maison qui est vraiment la maison importante à Manigo, c'est la maison Pacard dont vous faites partie, vous Éric. Tout à fait, donc je suis le gérant du magasin de vente Pacard, donc les fromages du fermier. Et au magasin, on a tous les fromages qui sont juste en dessous dans les caves. La chance que j'ai, c'est que j'ai quasiment les meilleurs fromages de la région, et je vais entre guillemets un petit peu choisir ce qui me plaît dans le meilleur. Ouais. Donc c'est une grande chance. Donc le reblochon, on va pas trop en parler finalement, parce que le reblochon c'est plus Tône, mais vous en avez forcément du reblochon. Oui, j'ai envie de dire que Tône, oui, capitale, mais c'est la vallée des Aravis. Le reblochon, c'est vraiment la vallée des Aravis, le berceau d'origine. Je pense de ne pas être bien loin en disant que 90% du reblochon fermier est fabriqué dans la vallée des Aravis, avec une grosse dynamique agricole. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de monde en ce moment, quand on passe par Tône le matin, on voit qu'il y a des bouchons souvent dans Tône. C'est tous les vacanciers qui viennent acheter leur reblochon fermier. Oui, puis ils vont dans les fermes pour justement aller à la rencontre des producteurs, ce qui est très bien, puisque pour nous c'est la meilleure des publicités qui puissent se faire, c'est aller à la rencontre de la personne qui est à la source
de ce produit, qui est le reblochon. La deuxième appellation française en volume, depuis très peu. On en est fiers. Je voudrais qu'on parle aussi de la Manigodine avec vous, parce que ça, c'est un fromage. Il porte son nom parce qu'il est dédié aux femmes. Oui, c'est vrai que moi souvent je dis, mon savoir ça venait de ma belle-mère, la grand-tante. Dans les Aravis, c'est les femmes qui avaient le savoir-faire de fabrication. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, avec la famille Paccard, Bertrand, Jean-François, on a demandé à la commune de Manigot si on avait le droit d'utiliser le nom des femmes de Manigot pour mettre sur ce fromage. C'est comme ça qu'on l'a appelé la Manigodine. C'est un petit clin d'œil à notre connaissance au niveau de la fabrication des fromages, ce qui était quand même une bonne intelligence. Alors ça ressemble à quoi la Manigodine ? Ah, rien, c'est à la Manigodine. C'est un fromage indépendant. On a déposé la marque sur ce produit il y a un peu plus d'une dizaine d'années. L'idée au départ, c'était un truc, on va nous traiter de farfelu, mais c'est vrai que l'idée au départ avec la famille Paccard, c'était de pouvoir vendre un fromage au lait cru aux États-Unis. Parce que le reblochon, c'était compliqué. Il faut normalement les emmener à plus de 60 jours pour que certaines bactéries disparaissent. Le reblochon, c'était compliqué. Donc, on s'est dit, tiens, on va faire un nouveau fromage. Et en collaboration avec un producteur, on s'est lancé dans cette aventure de création d'un fromage. Moi qui ai fait plusieurs fromages, je me suis dit ça va être vite réglé cette histoire. En 2-3 mois, c'est vite fait. Ouais, il a fallu 2 ans et demi de travail. En bonne collaboration avec on a de très bons techniciens, de très bons producteurs. Ça a été tellement compliqué qu'on n'a jamais vendu un seul de ces fromages-là aux États-Unis. Ça a été juste une carte de visite. Ça nous a permis... les commerciaux ont vu le travail qui était fait chez Paccard, ils ont dit on veut à tout prix bosser avec Paccard, c'est indispensable. Donc du coup, depuis on leur vend des palettes entières de fromage au lait cru, mais qu'on sait bien maîtriser, comme les tomes, les abondances, les raclettes, voilà, des choses qu'on sait bien maîtriser. Bien. Et il nous reste un petit problème technique quand même sur la Manigodine, c'est que je pense qu'on n'arrivera peut-être jamais à la régler, c'est qu'il est addictif comme fromage. Comme beaucoup de choses à Manigot, j'ai l'impression. Voilà, Bien, la boutique est ouverte. Là, si je veux venir acheter du fromage chez vous à Manigot, là dans les prochains jours, vous êtes ouvert tous les jours ? Tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés. Donc en saison, c'est vrai que le magasin est ouvert le samedi, sinon en hors période, non. Bon, on parlera de fromage. Vous servez des fromages évidemment dans le restaurant Le Grizzly qui viennent de la maison Paccard, vous, Oui, Edouard. tout à fait. Et d'ailleurs, pour conclure sur l'histoire que je viens d'entendre, quand la Manigodine est sortie, à la même époque, dans les nouvelles réglementations du fromage, devenait interdit le vacherin de Fribourg et autres à cause apparemment des bactéries dans le bois ou dans le cerclage qui entoure le bois. Et je me suis empressé de faire des recettes avec la Manigodine, et à l'époque j'étais en Provence, mais c'est pas grave, justement pour promouvoir de lutter contre l'idiotie et la peur des microbes, puisque la Manigodine est arrivée sur le marché et contredisait un petit peu les interdits qui arrivaient sur le vacherin. Quelque part, il y a un crémeux et un goûteux assez similaires, bien que c'est pas fait de la même manière, mais c'est vraiment addictif et très gourmand. Donc moi je sers la Manigodine depuis toujours. Quand je voyage, c'est un produit que j'amène comme un cadeau. Et je dois dire qu'après on est souvent contacté où tu l'as eu, j'en veux, mais il y en a pas beaucoup. Eh ben on va aller faire un petit tour dans votre restaurant dans un instant. Découverte dans les Savoies, vous le savez, chaque matin nous partons justement sur l'un de ces territoires qui nous entourent. Vous êtes peut-être en vacances dans la région, cette année vous êtes peut-être allé ici ou là, quelque part dans nos pays de Savoie, vous y êtes encore actuellement, et peut-être que l'année prochaine vous aimeriez revenir, et pourquoi pas sur le massif des Aravis, là à Manigot. Nous sommes installés ce matin avec nos invités. Et puis de temps en temps, il faut savoir se restaurer. On a commencé déjà un petit peu, on vous a mis un petit peu l'eau à la bouche il y a quelques instants avec l'un de nos invités. En particulier, nous étions avec Eric Favre, qui est fromager pour la maison Paccard. La maison Paccard, d'ailleurs, qui fournit ses fromages à un restaurant qui s'appelle Le Grizzly, qui lui est installé plateau de Beauregard. On est au-dessus de la Clusaz. Le chef, c'est Édouard Loubet, qui est donc avec nous ce matin. Édouard, donc vous utilisez les fromages
de votre territoire, forcément. Je dois préciser quand même que vous êtes un grand voyageur, puisque vous êtes né dans la région, vous êtes né en Savoie, à Val Thorens, et puis vous êtes parti un petit peu en Provence, où vous avez fait quelques infidélités pendant quelques années. Vous êtes parti dans le Vaucluse, dans le Petit Luberon, le moulin de Lourmarin, ou encore le domaine de Cap-Longue. Bref, pour revenir aujourd'hui sur vos terres, il y avait un vrai besoin. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez laissé de côté vos belles étoiles que vous avez obtenues justement en Provence et que vous êtes revenu ici chez vous? Oh oui, c'est tout simplement parce que la vie en montagne c'est mes racines depuis toujours, et j'avais ce besoin, cette nécessité de profiter des sapins, de profiter des montagnes, de profiter de notre culture, parce que on a un fonctionnement de vie qui est un petit peu différent. Et puis voilà, je suis revenu et il s'est trouvé que c'était en plein pendant le Covid, donc ça a été un bon entraînement pour se poser et apprécier chaque jour. Et j'y suis resté. Et à Manigot, quand je travaillais chez Marie-Ange et chez Monsieur Vera, j'allais souvent aux cueillettes pour eux. Et sur le plateau de Borgard, avec Isabelle, on trouvait le grizzly d'une taille humaine très intéressante. Et on s'était dit, tiens, si un jour ce chalet est à vendre, ce serait une bonne idée pour nous. Et il s'est trouvé que dans l'enchaînement de mon retour en montagne, cet établissement était à vendre. Je l'ai acheté. Et c'est plutôt un plaisir de chaque jour de pouvoir regarder la chaîne des Aravis et le Charvin depuis tout en haut, d'offrir à nos clients cet effort, puisque depuis le col de la Croix-Frie où on se gare, on monte au Grizzly à pied, il faut une trentaine de minutes sur un sentier très sympathique à travers prés et bois et alpages. Et puis là, quand ils arrivent un petit peu transpirants, un petit peu essoufflés, on a des boissons fraîches pour les accueillir, on a une cuisine de montagne où, comme les fromages, on cuisine essentiellement que des produits du territoire, que ce soit la viande de Savoie, la viande de Chartreuse, les charcuteries, les fromages. Et on offre à nos clients une carte plutôt intelligente pour tout le monde. L'été, avec des belles salades, parce que Manigot, on est quand même un emplacement plein sud-est toute la journée, on va dire. Et donc, on a besoin de fraîcheur. Donc là, on va retrouver plutôt des bonnes tomates, mais pas avec de la mozzarella, puisqu'on n'est pas italien, donc avec de la tome blanche. Et la tome blanche, on la prend dans nos alpages. Pour le coup, là, je fais le feignant, je vais à la ferme le plus près, à la ferme de Lorette, qui nous font des très très belles tomes blanches. On a une belle salade de haricots, où là, maintenant, on trouve nos premiers cèpes et girolles dessus, puisque c'est un territoire où les champignons et les myrtilles sont vraiment là, présents sur le plateau de Borgard. Et puis après, on a des bonnes viandes, et puis on a une belle truite aussi, puisque c'est le sujet du Bocuse d'Or. Donc cette année, on a mis une belle truite pour cet été cuisinée, toujours avec une petite plante de nos cueillettes. Des desserts très gourmands, tout simples, servis en verrine, mais comme on trouve plus, puisque c'est essentiellement de la gourmandise, des bonnes crèmes, des bonnes chantilly. Il n'y a pas de collage technique. Il y a une pâtisserie comme on fait à la maison, comme faisaient nos grands-mères. Et puis on a une terrasse avec un panorama où on a envie de s'arrêter, contempler, profiter. Toujours un petit peu d'air, puisque derrière le Grizzly vient des Saint-Jean et des Villars, un petit courant d'air, et on est bien. Voilà. Je vous y invite. Il nous reste une petite minute à parler avec vous, Édouard, parce que je sais que vous êtes en train de préparer, comme un vrai champion sportif, vous préparez les Bocuse d'Or. Bocuse d'Or, c'est une vraie compétition, c'est un vrai championnat du monde des restaurateurs. C'est le championnat du monde des restaurateurs. C'est énormément de techniques rassemblées pour le cuisinier qui fait cette compétition autour d'un sujet qui est donné. Chaque compétiteur doit travailler sur le sujet. C'est pas facile parce qu'en même temps c'est un jury de 22 pays, et donc il faut avoir ses traditions culinaires, représenter son pays, mais en même temps y amener des goûts qui va plaire à l'ensemble des jurys. Comment un Japonais ou un Mexicain analyse les goûts. On a une culture dans le monde avec beaucoup d'aromatiques qui est pas à la française, et donc c'est un concours qui amène énormément à la créativité.
Le jury, comme les spectateurs, attendent du nouveau, attendent de l'étonnement, attendent de la créativité. Donc c'est un travail qui nous permet de énormément se remettre en question, même si on part d'une base solide, parce qu'on a un patrimoine culturel sur la cuisine qui est très solide dans nos recettes à la française. Après, il faut arriver à mettre un petit peu de fantaisie, un petit peu de légèreté, un petit peu de voyage. Et ça, c'est la créativité de chacun. Alors, très vite, Édouard, il y a d'abord des sélections françaises, puisqu'il y aura un seul chef qui va représenter la France. Vous en êtes où actuellement ? On en est à 1 mois et demi de travail sur la répétition de nos recettes qui prenaient fin hier soir. Donc maintenant, les recettes ont été envoyées, on peut plus les changer. Les bandes d'Okonoma sont faits, on peut plus les changer. Il nous reste 2 semaines pour aller chercher le Graal de cette ascension. Donc la finale, ce sera en 2025. Et alors, actuellement, là, il reste combien de Français en compétition pour aller justement... Nous sommes 6 Français. Plus que 6. Qui vont compétiter le 8 septembre à Paris, au Palais éphémère. Et seul un sera sélectionné. Merci, parfait, on va essayer de vous suivre évidemment, puis on espère qu'on va croiser les doigts pour vous en tout cas, que vous serez le grand finaliste pour aller représenter la France. Ça sera où la finale ? La finale sera à Trondheim, Norvège. En Norvège, très bien. Non, la finale à Lyon toujours, à Lyon, le Bocuse d'Or, mais la sélection Europe à Trondheim. Parfait. Bonne chance à vous, Édouard. Merci. On parle du paré dans un instant. Oui, un objet de glisse traditionnel de Manigo. À Manigo ce matin jusqu'à 11h avec tous nos invités. Forcément, on ne pouvait pas parler de Manigo sans parler de cet objet célèbre sur le secteur, cet objet de glisse qui est le paré. Alors quand on habite la région, tout le monde connaît le paré en général. Si vous êtes en vacances chez nous, le paré, ça ressemble à une luge en bois avec un seul patin. Mais je vais demander quand même confirmation à Louis-Bernard Granger, qui est manigodin et qui fabrique justement des parés traditionnels. Louis-Bernard, c'est ça en fait, c'est une luge en bois, hein ? Oui, voilà, c'est une ancienne luge qui est ressortie des greniers. Donc il y a un seul patin, elle est toute en bois, elle fait à peu près 80 cm de long, donc avec un plan incliné, et donc on s'assoit dessus. Et ça glisse. On dévale la pente. Puis on parlait de pente tout à l'heure. Manigo est bien indiqué. Bien servi, quoi. Ouais. Et donc, il faut qu'elle soit toute en bois. Ouais. Pour que... C'est les enfants, en fait, qui utilisaient il y a très très longtemps, qui l'utilisaient pour aller à l'école. Oui. C'était ça, hein. Alors, les enfants, ils les prenaient pour aller à l'école. Pourquoi ? Parce que déjà, c'était plus petit qu'une luge. Donc, ils pouvaient le mettre sur l'épaule. Pour aller, il n'y avait pas les ramassages scolaires à l'époque. Donc, ils descendaient par les sentiers pour aller à l'école au village. Donc après, pour remonter, ça allait bien mieux en le mettant comme ça sur l'épaule. Mm-hmm. Donc le but, c'était un peu ça. Et puis après, donc ils le prenaient pour l'école, mais il y avait déjà des petites compétitions aussi à l'époque qui se faisaient entre villages le week-end ou pendant les vacances. D'accord. Et donc c'était un peu avant le ski. Le ski n'était encore pas développé. Donc à l'époque, on pouvait en faire sur la route. La route qui monte maintenant à la Croix-Frie, nous on a fait du bob, du paré, carrément sur la route, chose qu'on ne peut plus faire maintenant. Et aussi, il y avait beaucoup plus de neige. Donc, souvent, la neige, elle portait, on disait. Donc, on avait 80 cm ou 1 mètre de neige, mais on n'avait pas besoin d'y damer. Et puis après, quand elle était vraiment douce, on y damait quand même avec des skis. Ça commençait à y avoir des skis. Et on en faisait comme ça dans les champs. La station n'était encore pas créée à l'époque. Ouais. Voilà. Louis-Bernard, vous avez un atelier, donc vous fabriquez des parés toujours sur le secteur ? Oui. Ouais. Il y a une grosse demande, c'est revenu à la mode. Oui, c'est revenu à la mode. Oui. Donc il y a une association qui s'est créée en 93, donc je faisais partie, quoi. Et on a lancé un championnat pour dire d'attirer les gens. Et au début, on était peut-être une quinzaine, et maintenant on est 180 pour courir. Ah oui, quand même. Ouais. Et ça intéresse d'enfants de 7 à partir de 9 ans, je crois que c'est. 9 ans, après il y a tous les jeunes, les adolescents, les jeunes qui ont 18 jusqu'à 30. Puis après il y a même des anciens qui ont plus de 70 ans qui en font encore. Qu'est-ce qu'on utilise comme bois pour fabriquer un paré ? Alors le bois, c'est tous des bois locaux, donc il y a du frêne, du hêtre et aussi de l'érable. Et donc la structure du manche et du lugeon est faite avec ce bois-là. Et après, on a une planche dessus qui est en épicéa, justement. En épicéa avec une petite assise. Pour celles et ceux qui étaient là au début de l'émission, et on en parlait avec Eric Feff, d'où l'importance du bois, qui a toute sa valeur dans la région. Ouais. Vous avez toujours fabriqué des parés ou c'est venu après ? À une époque, nous, quand j'étais gamin, on en faisait déjà, mais après, c'est tombé dans les oubliettes, comme on dit. Donc, c'est rentré dans les granges, dans les greniers.
Et puis après, une époque, l'Office du tourisme, justement, c'était Christophe Lebel à l'époque, avec un ancien de Manigo qui faisait déjà des parets, là, René Fillon. Donc ils ont dit pourquoi on ressortirait pas cet engin emblématique tout. Alors on a commencé comme ça, donc à ressortir les parets. Et à l'époque, ça a un peu arrêté. C'est à l'époque où il y a eu la station qui s'est faite, où il y a eu beaucoup de ski, donc il y a plus personne qui en parlait. Et puis après, on a décidé d'y ressortir. Puis, donc depuis les années 92-93, il y a un championnat qui se fait toutes les années, avec 6 courses. Et oui, une nocturne en nocturne, quoi. Bon, on va continuer de parler un petit peu du Paray. Très belle fête. Hein. Voilà, ouais. Dans quelques instants. On fait peut-être une parenthèse parce qu'on a parlé du Paray, on a parlé de glisse. Bon, c'est pas encore la saison, mais il y a un très très beau parcours de jeu pour ceux et celles qui aiment le ski de fond, Stéphane. Ben oui, c'est le plateau de Borgard. Là où est installé Édouard. C'est un plateau qui est magnifique. Alors il se mérite ce plateau parce que si vous faites du ski de fond, il faut d'abord y accéder. Alors il y a une montée un petit peu sèche pour y aller, mais alors par contre après vous avez une vue splendide sur la chaîne des Aravis, sur le Mont Blanc. C'est un plateau qui est encore très très protégé et puis qui offre des variétés de pistes, de la piste verte à la piste noire, et c'est pour ça que le Club des Sports a créé une section ski de fond depuis peu pour profiter de ce domaine incroyable. Ouais. Bien. Eh bien écoutez, nous on va continuer de prendre le Paray dans quelques minutes. Découverte dans les Savoies. Et à Manigo, où nous sommes installés ce matin entre 9h et 11h, on parle du Paray là pendant quelques minutes avec Louis-Bernard Granger, qui est manigodin bien sûr, et qui fabrique justement ce Paray traditionnel en bois. Louis-Bernard, donc vous avez votre atelier, on peut y venir, on peut commander un Paray si on a envie, alors soit pour la décoration, soit pour le pratiquer, parce qu'on peut aussi avoir un Paray pour l'installer chez soi dans son salon. Voilà, exactement, oui. Ça fait partie des commandes des fois pour juste pour déco, quoi. Objet traditionnel. Voilà. Il faut combien de temps pour fabriquer un Paray ? Une fois que le bois est tout préparé et tout, faut compter 5-6 heures. À peu près, ouais. Alors ça paraît pas beaucoup dit comme ça, mais une fois que le bois est préparé, c'est-à-dire que vous faites tout de A à Z. De A à Z, ouais. J'abats mes arbres, j'en achète, et après je débite les plateaux, donc le lugeon, les manches, les planches en sapin. Et donc il faut que ça soit sec, donc il faut plusieurs années pour que ça soit sec, donc automatiquement il faut avoir comment on appelle ça, un roulement donc avec le bois, pour avoir toujours du bois disponible pour faire séparer. Ouais. Les Parays font tous la même taille ? Non, il y a plusieurs modèles. Ouais. Mm-hmm. Ça part d'un petit pour les enfants, puis il y a 4 modèles en fait pour les adultes. Puis après, si c'est pour de la déco, on peut faire n'importe quelle dimension. Oui, ça n'a pas d'importance. Voilà, ouais. Tiens, d'accord. Puisqu'on parlait de déco, ça tombe bien parce qu'il paraît qu'à Manigo, alors moi j'y suis pas allé, je vais pas vous mentir, mais il paraît qu'il y a un Paray géant qui a été installé pour le Tour de France cet été. Ouais, alors c'est l'association qui l'avait commandé, donc c'est un copain qui l'avait fabriqué, donc c'est un Paray qui est démontable. Il a été fait spécialement pour la finale du Paray, donc en fin de saison, quand il y a la finale, les catégories de manches, quand ils ont gagné leur prix, ils se mettent tous sur le Paray comme ça. Et un vrai podium. C'est un vrai podium, ouais, c'est ça. Ouais, et il est démontable, il est transportable. Puis après, donc, il a été mis pour Tour de France cette année, ou alors d'autres fêtes comme ça, des foires ou des trucs comme ça, quoi. D'accord. Donc on peut le voir là, il est où exactement ? Là, il est démonté, il doit être à l'Office du tourisme, je pense. Oui, là, il était démonté et rangé. On le ressortira pour une prochaine occasion. Je voulais venir le voir, moi. Il était à la fête sous l'aiguille. Ah c'est ça. Bon, vous avez tous révisé parce qu'il va falloir me parler un petit peu de vos pépites dans un instant, ce que vous aimez à Manigo. Et nous sommes à Manigo avec nos invités ce matin, Louis-Bernard Granger, qui fabrique des Parays traditionnels en bois, Stéphane Vera, le président du Club des Sports, Éric Favre, fromager expert de la Manigodine, Édouard Loubet, le chef gastronomique, qui lui prépare les Bocuse d'Or, c'est le chef du Grizzly sur le plateau de Beauregard, et puis Mathilde Sauvage, chargée de promotion à l'Office de tourisme de Manigo. Dernier tour de table ce matin pour vous nous livrer chacun vos pépites, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut voir absolument à Manigo. On va commencer avec vous, Éric. Tiens, si on parlait d'aller visiter les caves. Oui, j'ai envie de dire que mon petit coup de cœur, ça serait la visite des caves. C'est un voyage un petit peu atypique puisque c'est un voyage en 3 temps, comme une valse. Il y a un premier temps en salle pour vous présenter ce qui se passe avant que les fromages arrivent dans nos caves. Donc, comme je suis un ancien producteur, je présente la fabrication du fromage, la vie dans les alpages, les sonnettes, le bois.
Deuxième temps, on va dans les caves pour voir approcher les fromages, Reblochon, Chevretin, Tome, Abondance, Beaufort, tous nos fromages en appellation de Savoie et Haute-Savoie. Et pour ceux qui ont la chance de pouvoir remonter des caves, c'est une petite dégustation de 5 fromages avec un petit verre. Parce qu'il y en a qui restent bloqués dans les caves, ça arrive ça ou pas ? Non, jamais, pas encore, mais des fois ça patine. C'est très demandé d'ailleurs cette sortie, Mathilde. Tout à fait, c'est les mardis et jeudis, si je ne me trompe pas, Eric. Ouais, sur réservation bien sûr. Sur réservation à partir de 14h30. Voilà, à 14h30. À 14h30. Et c'est vraiment un bon moment à passer. Louis Bernard, vous qui fabriquez des parés en cette saison, on n'utilise pas beaucoup les parés, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec vous ? Vous nous emmenez ? Alors moi je vous emmène au plateau des Feuillères, donc c'est en aval du plateau de Bourgard. Pas très loin de chez Édouard Loubet. C'est plus calme parce que il y a plus les pistes de ski de fond, il y a ceux qui font de la raquette ou de la randonnée familiale. Et on a une super vue à 360 degrés ça départ de la Tournette jusqu'à la Pointe Percée. Donc on a une vue magnifique. Et en plus pour prendre des photos au coucher de soleil ou lever de soleil. Et on a une porte d'entrée sur les Aravis qui donne en plein sur le Mont Blanc. Donc on a vraiment une photo magnifique. Merci. Voilà. Édouard, vous m'emmenez où ? Je vous emmène en haut de la pointe de Mer d'Acier. On se retrouve à 2313 mètres d'altitude. On surplombe toute la vallée de Manigot. La chance de cet endroit, c'est que Manigot, on arrive à avoir les montagnes. Je sais pas, c'est comme une photo, elles sont ni trop loin ni trop près, très hautes parce que on a quand même 4 sommets au-dessus de 2000 et c'est une belle ascension et ça grimpe, c'est assez raide. Mais voilà, de côté Porte des Aravis, côté Col des Aravis, côté Manigot, il y a une vue extraordinaire. Et on va terminer avec Stéphane Véral, président du Club des Sports. C'est quoi votre pépite à vous, Stéphane ? Nous avons une rivière poissonneuse à Manigot, le Fier, qui en bout de course va se jeter dans le Rhône. Donc moi je vous propose de faire le chemin inverse, de la remonter jusqu'à... Faites le saumon quoi. Un peu, la truite en tout cas. Aussi, de remonter jusqu'aux sources du Fier. Alors c'est pas une rando qui est répertoriée, donc c'est à vous de la découvrir. Ça se passe quelque part au pied du Mont Charvin. Et si vous ne la trouvez pas, écoutez, vous aurez toujours accès au lac du Mont Charvin avec vue panoramique garantie. Vous êtes pêcheur, vous, Stéphane ? Je fus pêcheur quand j'étais jeune. Bon allez, il nous reste une petite minute. Mathilde, vous c'est quoi votre petit coup de cœur ? Moi j'adore tout à Manigot. Moi je suis amoureuse de Manigot. Bien, on a donc une minute pour parler de tout. Voilà, c'est ça. Non, je dirais la tête de Cabot où on profite d'un panorama à couper le souffle et d'un beau coucher de soleil également. Là où il y a les transats ? Tout à fait. Transat dans le géant. transat, on regarde le coucher de soleil. Bien. Je voulais tous vous remercier d'être venus ce matin ici nous rendre visite. Vous m'avez donné envie. Je crois que le week-end prochain il va faire chaud. Je vais peut-être monter jusqu'à Manigot. On vous y attend avec plaisir. Bienvenue. Merci. Voilà, très vite. Merci Jean. Et merci à Mathilde Sauvage de l'Office de tourisme de Manigot qui m'a aidé à préparer cette émission. On vous laisse repartir, soyez prudents sur la route. Et puis à très très bientôt chez vous à Manigot dans la vallée des Aravis. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.